Quand le réparateur a démonté ma cuisinière, il est devenu livide et m'a murmuré: N'allumez surtout pas le gaz, c'est un piège. Au même instant, j'ai reçu un message de mon fils: Maman, mets vite la tarte au four. Et là, j'ai compris. Mon fils ne voulait pas dîner chez moi, il voulait assister à ma mort. Alors j'ai souri et j'ai décidé de leur préparer à lui et à sa femme une soirée qu'ils n'oublieraient jamais. Bonjour à tous, chers auditeurs. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous indiquer dans les commentaires depuis quelle ville vous nous écoutez. Bonne écoute. Je m'appelle Marguerite Delatour et pendant 40 ans, j'ai travaillé dans la chimie des parfums au point de reconnaître la peur à son odeur. Cela peut sembler étrange à ceux qui n'ont jamais passé leur vie à disséquer le monde par molécules, mais pour moi, chaque émotion humaine a toujours laissé une trace dans l'air. La joie est légère, presque pétillante, le désir a une chaleur particulière, plus profonde, plus animale. La tristesse, elle, reste longtemps suspendue dans une pièce comme une poussière invisible, mais la peur est différente. La plupart des gens pensent d'elle qu'elle sent seulement la sueur froide, l'acidité du stress, quelque chose de brutal et de banal. Ils se trompent. La vraie peur a des nuances beaucoup plus fines. Elle porte une note humide, presque minérale, comme un mur de pierre après l'orage. Elle a parfois un éclat métallique furtif, semblable au goût du sang sur la langue. Et quand elle devient extrême, quand elle sature l'espace, elle laisse derrière elle quelque chose de tranchant, de sec, de presque électrique. J'ai appris cela dans mes laboratoires parmi les essences, les solvants, les absolus floraux et les matières premières rares. J'ai passé ma vie à chercher l'équilibre parfait entre les notes, à comprendre ce que le nez perçoit avant même que l'esprit ne mette un mot dessus. Avec les années, cette discipline a cessé d'être un métier. Elle est devenue une manière d'être au monde. Je ne regarde pas seulement les gens, je les sens. Et ce matin-là, dans ma cuisine, avant même que quoi que ce soit ne se produise, avant même que mon téléphone ne vibre ou que ma vieille cuisinière ne trahisse son secret, quelque chose dans l'air me dérangeait déjà. Une odeur imperceptible pour n'importe qui d'autre, mais pas pour moi. Une odeur de peur. Ce matin-là, dans ma grande cuisine baignée de lumière, je préparais un dîner que mon fils Sébastien avait lui-même qualifié de dîner de réconciliation. La lumière entrait largement par les hautes fenêtres donnant sur le jardin, glissant sur les plans de travail en chêne et les rangées de bocaux parfaitement alignés. Tout était à sa place, comme toujours. La précision n'est pas seulement une habitude chez moi, c'est une nécessité. En parfumerie comme dans la vie, le moindre déséquilibre finit toujours par se révéler. Sur la table, j'avais déjà disposé les ingrédients, une farine fine, blanche comme une première neige, du sucre glace et un panier rempli de griottes presque noires, brillantes comme des pierres précieuses. Sébastien avait insisté pour que je prépare comme avant. Comme dans son enfance, comme si le passé pouvait se reproduire à la demande simplement en suivant une recette, je mélangeais la pâte lentement avec une régularité presque mécanique, mais mon esprit, lui, ne suivait pas ce rythme. Il revenait sans cesse sur ce mot réconciliation. Il avait été choisi avec soin, trop de soin. Depuis des années, les visites de mon fils n'avaient rien d'affectueux. Elles avaient toujours un objectif, une finalité précise, souvent dissimulée derrière des phrases tendres et des sourires appris. Et presque toujours, à la fin, il y avait une demande, de l'argent, un soutien, une signature. Alors pourquoi aujourd'hui serait différent? Je levai les yeux vers le jardin. Les arbres étaient immobiles, leurs branches fines dessinant des lignes sombres sur le ciel pâle. L'air semblait suspendu, comme en attente de quelque chose. Cette immobilité avait quelque chose d'anormal, presque oppressant. Et pourtant, je continuais à cuisiner, parce qu'une mère, même lucide, garde toujours une part d'espoir. Avec les années, j'avais appris à reconnaître leur scénario comme on reconnaît une composition trop répétée. Les mots changeaient, les circonstances variaient légèrement, mais la structure restait la même. Une entrée douce, presque affectueuse, un moment de nostalgie bien placé. Puis, lentement, presque imperceptiblement, la conversation glissait vers leurs difficultés.
Un projet qui n'avait pas abouti, un investissement prometteur qui demandait encore un peu de soutien, une opportunité qu'il serait dommage de laisser passer. Et toujours à la fin, ce regard. Ce regard que Sébastien posait sur moi, un mélange de gêne et d'attente, comme s'il espérait encore que je ne verrais rien, comme si j'étais restée la femme qu'il pouvait convaincre d'un simple sourire. Clémence, elle, me ne se cachait même plus vraiment. Elle avait cette manière très particulière d'écouter en silence, légèrement penchée en avant, les mains croisées, les yeux fixés sur moi avec une attention presque trop parfaite. Mais ce n'était pas de l'intérêt, c'était de l'évaluation. Elle mesurait, elle calculait, elle attendait le bon moment. Je l'avais compris depuis longtemps. Clémence ne voyait pas en moi une belle-mère. Elle voyait une ressource. Et Sébastien, mon fils, n'était plus l'homme que j'avais élevé. Il ne dirigeait plus rien, il suivait. Je repliai la patte avec un geste lent, précis, presque automatique. Et malgré tout cela, malgré ces années de lucidité, j'avais accepté ce dîner. Une dernière fois peut-être, ou simplement pour vérifier jusqu'où ils étaient capables d'aller. Je me souvenais parfaitement de ces après-midi où il attendait devant le four, incapable de tenir en place, guettant la moindre odeur sucrée qui s'échappait de la cuisine. Il avait alors ce regard lumineux, sincère, débarrassé de toute arrière-pensée. À cette époque, il ne demandait rien d'autre que ce que je pouvais lui donner naturellement. Aujourd'hui, il réclamait la même tarte. Mais ce n'était plus le même regard. Je déposais les fruits sur la pâte, un à un, avec une précision presque rituelle. Les griottes étaient d'un rouge profond, presque noir, et leur jus teintait légèrement mes doigts. Leur odeur était riche, dense, légèrement acide, une odeur vivante, honnête. Tout le contraire de ce que je ressentais depuis le matin. Je pris un torchon propre, m'essuyai les mains, puis me dirigeai vers la cuisinière. C'était une pièce ancienne, massive, en fonte, restaurée avec soin. Je l'aimais pour sa solidité, pour sa simplicité mécanique, pour cette impression de contrôle absolu qu'elle offrait. Contrairement aux appareils modernes, elle ne trahissait jamais sans raison. Je tournai le bouton du four, un clic sec, rien. Je fronçai légèrement les sourcils et recommençai. Un deuxième clic, toujours rien. Pourtant, je sentais le gaz. Pas une fuite franche, pas encore. Mais cette note soufrée, caractéristique, ajoutée justement pour alerter les imprudents, elle était là, discrète mais bien réelle. Je restai immobile quelques secondes, la main posée sur le bouton, quelque chose n'allait pas. Et ce n'était pas une simple panne, c'était différent, plus subtil, plus intentionnel. Je retirai lentement ma main. Dans un autre contexte, j'aurais pris une allumette. C'est ce que font la plupart des gens. Un geste banal, presque automatique. Mais moi, je n'étais pas la plupart des gens. 40 ans passés à travailler avec des substances volatiles m'avaient appris une règle simple. Quand quelque chose ne se comporte pas comme prévu, on ne force jamais. Je reculai d'un pas. L'odeur dans l'air me semblait maintenant plus nette, plus insistante, comme si elle attendait. Et pour la première fois depuis le début de la matinée, ce n'était plus seulement une impression, c'était un doute. Le geste était pourtant familier. Je tournai le bouton, j'attendais le léger sifflement, puis le clic sec de l'allumage. D'ordinaire, la flamme apparaissait immédiatement, nette, stable, presque rassurante, mais cette fois, rien. Seulement ce silence étrange coupé par le léger souffle du gaz qui s'échappait sans se transformer en feu. Je restais immobile, la main suspendue dans l'air, puis j'essayais encore, un clic, puis un autre, toujours rien. Et pourtant, le gaz continuait de passer. Je le sentais. Pas seulement par l'odeur, même si elle était là, discrète mais persistante, mais par cette sensation particulière, presque physique, que l'air change de texture. Une impression que seuls ceux qui ont longtemps travaillé avec des substances volatiles peuvent vraiment reconnaître. Quelque chose s'accumulait, lentement, silencieusement.
Je penchai légèrement la tête, inspirant plus profondément, comme pour analyser cette anomalie. Ce n'était pas une panne ordinaire. Une panne, ça bloque, ça s'arrête, ça refuse de fonctionner. Là, au contraire, tout semblait fonctionner, sauf l'essentiel. Le gaz arrivait, mais la flamme refusait de naître. Je retirai lentement ma main du bouton. Une pensée froide et précise traversa mon esprit. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un déséquilibre. Et dans mon domaine, un déséquilibre n'est jamais anodin. Ce n'était pas une odeur franche, agressive, comme dans les fuites évidentes. Non, elle était plus subtile, presque dissimulée, mais parfaitement reconnaissable pour moi. Une note soufrée, piquante, ajoutée artificiellement au gaz pour prévenir du danger, une alerte, un avertissement. Je fermai lentement les yeux une seconde, laissant mon esprit analyser ce que mon nez avait déjà compris. La concentration était faible, mais anormale, trop présente pour être ignorée, pas assez forte pour provoquer la panique immédiate. C'était précisément ce qui la rendait inquiétante. Je rouvris les yeux et observai la cuisinière. Elle était immobile, silencieuse, presque innocente. Et pourtant, elle diffusait dans ma cuisine quelque chose qui n'avait rien à y faire. Je savais exactement ce que ferait une personne ordinaire à cet instant. Elle prendrait une allumette, approcherait une flamme, testerait juste pour voir. Un geste simple, un geste banal, un geste fatal. Mais moi, je n'avais jamais eu le droit à l'erreur. Dans mon métier, une mauvaise évaluation ne se soldait pas par un échec, mais parfois par une catastrophe. Alors je ne bougeais pas. Je reculais d'un pas, puis d'un autre. Chaque fibre de mon expérience me murmurait la même chose: ne provoque pas l'étincelle. Je posai la main sur le plan de travail pour m'ancrer dans le réel. Tout autour de moi semblait normal, la lumière, les ingrédients, le silence de la maison, et pourtant quelque chose avait déjà basculé. Ce n'était plus une simple matinée de cuisine, c'était le début de quelque chose que je ne contrôlais pas encore. Pas encore. Je n'ai pas hésité une seconde. Quand une situation échappe à la logique habituelle, il faut quelqu'un qui comprend la mécanique autant que vous comprenez la matière. Marcel faisait partie de ces rares personnes, un homme de terrain, précis, patient, incapable de négliger un détail. Je composais son numéro moi-même. Marcel, c'est Marguerite Delatour, j'ai un problème avec la cuisinière. Un silence bref. C'est urgent. J'ai des invités ce soir, il n'a posé qu'une seule question. Ça sent le gaz? Je regardais la pièce, inspirai légèrement. Oui, j'arrive. Il était là 20 minutes plus tard. Comme toujours, il entra sans bruit, en retirant soigneusement ses chaussures dans l'entrée. Une habitude presque désuète, mais qui en disait long sur l'homme. Il portait son vieux blouson de travail imprégné d'une odeur d'huile et de métal, une odeur franche, honnête, une odeur qui ne ment pas. Bonjour, Madame de la Tour, dit-il en hochant légèrement la tête. Bonjour, Marcel, la cuisinière ne s'allume pas et l'odeur ne me plaît pas. Il ne répondit pas immédiatement. Il s'approcha, posa sa mallette au sol et s'accroupit devant la cuisinière avec la lenteur méthodique de ceux qui savent que la précipitation est une erreur. Je me reculai instinctivement. Il ouvrit le panneau avant. Le bruit du métal résonna dans la cuisine, sec, précis, puis le silence. Un silence long, trop long. Je l'observais de loin, sans bouger. Ses gestes avaient changé. Plus lents, plus prudents, comme si chaque mouvement était désormais calculé. Marcel, demandai-je calmement. Il ne répondit pas tout de suite, puis sans me regarder: Madame, reculez encore un peu, s'il vous plaît. Son ton avait changé. Ce n'était plus celui d'un artisan face à une panne, c'était celui d'un homme face à quelque chose qu'il n'aurait jamais dû trouver. Je me suis approchée lentement en retenant presque ma respiration. Regardez, dit-il à voix basse. Il pointa du doigt l'intérieur de la cuisinière. Même avec une vue affaiblie par l'âge, je distinguais parfaitement l'anomalie. Le raccord de la conduite de gaz n'était pas simplement usé ou mal serré, il avait été dévissé volontairement presque jusqu'au dernier filet, juste assez pour laisser passer le gaz,
sans provoquer de fuite immédiatement évidente. C'était précis, calculé. Mais ce n'était pas le pire. À côté, fixé grossièrement avec du ruban isolant, se trouvait un petit dispositif. Un minuteur banal de ceux qu'on trouve dans n'importe quelle cuisine. De celui partait un fil fin relié au système d'allumage. Je compris avant même que Marcel ne parle. C'est pas une panne, murmura-t-il. Il avala sa salive. C'est monté exprès. Il jeta un coup d'œil vers moi, puis revint au mécanisme. Le gaz s'accumule et au bout d'un moment, il désigna le minuteur. Ça déclenche l'étincelle. Il ne termina pas sa phrase, il n'en avait pas besoin. Dans un espace fermé, une concentration suffisante de gaz combinée à une simple étincelle, ce n'est pas un incendie, c'est une déflagration, une onde qui détruit tout. Je restais droite, immobile, observant ce dispositif comme s'il s'agissait d'un objet de laboratoire. Mais à l'intérieur, quelque chose venait de se figer. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas une négligence, c'était une intention. Quelqu'un avait pris le temps de démonter ma cuisinière, quelqu'un avait réglé ce minuteur, quelqu'un avait prévu le moment exact où tout devait exploser dans ma cuisine, dans ma maison. Autour de moi, la lumière était toujours la même. Les griottes étaient toujours posées sur la table. La pâte attendait d'être enfournée. Rien n'avait changé. Et pourtant, tout venait de basculer. Sa voix était basse, contrôlée, mais je percevais derrière chaque mot une tension inhabituelle. Si vous aviez insisté, dit-il lentement, il s'interrompit, cherchant ses mots. Le gaz aurait rempli le four, puis la cuisine. Il leva les yeux vers moi et au moment où l'étincelle se déclenche, il n'alla pas plus loin. Je n'avais pas besoin d'explication. Je connaissais parfaitement les réactions de ce type. Une concentration suffisante de gaz dans un espace fermé, une ignition, même minime, et l'air lui-même devient explosif. Ce n'est pas une flamme, c'est une pression brutale. Une onde qui fracasse les murs, pulvérise le verre, arrache tout sur son passage. Une mort instantanée. Je regardais à nouveau l'intérieur de la cuisinière. Chaque élément avait été placé avec soin. Rien n'était laissé au hasard. Le débit de gaz, le délai du minuteur, le point d'allumage. C'était précis, méthodique, professionnel. Je sentis quelque chose se déplacer en moi, pas de la peur, pas encore, plutôt une forme de clarté froide. Donc, dis-je calmement, quelqu'un a fait ça volontairement. Marcel hocha la tête lentement. Oui, madame. Un silence s'installa. Dense, lourd, je relevai légèrement le menton. Et ce quelqu'un savait exactement ce qu'il faisait. Il hésita une seconde. Oui. Je fermai les yeux un instant. Dans ma tête, les éléments commencèrent à s'assembler. La tarte, le dîner, le message attendu, le timing. Ce n'était pas seulement un piège, c'était un scénario. Et soudain, tout prit un sens. Quelqu'un ne voulait pas simplement me faire peur, quelqu'un voulait que je fasse exactement ce que j'étais en train de faire depuis 1 heure, allumer le four. Le son était bref, presque insignifiant. Un simple signal, familier, banal, et pourtant, dans le silence tendu de la cuisine, il résonna comme une alarme. Je tournai lentement la tête vers le plan de travail où mon téléphone reposait, écran vers le haut. La lumière s'y reflétait encore, calme, immuable, comme si rien d'anormal ne se produisait. Mais moi, je savais déjà. Je savais que ce message n'arrivait pas par hasard. Je m'approchais sans précipitation. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, non pas à cause de la peur, mais à cause de cette certitude qui s'installait, froide et implacable. Je pris le téléphone. L'écran s'illumina. Un seul message. De Sébastien. Je restai quelques secondes sans l'ouvrir, observant simplement son nom affiché. Ce prénom que j'avais prononcé des milliers de fois, avec tendresse, avec fierté, et qui, à cet instant précis, me paraissait étrangement lointain. Puis je fis glisser mon doigt. Le message s'ouvrit. Maman, on est en route. Mets vite la tarte au four, qu'elle soit prête quand on arrive. Clémence rêve de la manger chaude. Je relus les mots, une fois, puis une seconde. Chaque phrase était simple, presque affectueuse.
Mais derrière cette simplicité, il y avait le timing. Je levais lentement les yeux vers la cuisinière ouverte, vers le minuteur, vers le raccord desserré. Puis je regardais l'heure sur mon téléphone. Tout s'alignait parfaitement. Le moment où j'étais censée allumer le four, le délai nécessaire pour que le gaz s'accumule, le déclenchement de l'étincelle et leur arrivée, ils n'avaient rien laissé au hasard. Je sentis mes doigts se refermer légèrement autour du téléphone. Dans ma poitrine, mon cœur battait toujours. Régulier, calme, trop calme. Madame demanda Marcel inquiet. Je ne répondis pas tout de suite. Je fixais encore l'écran, puis lentement, très lentement, quelque chose changea en moi. Ce n'était pas une montée de panique, ni une explosion de colère, c'était pire, c'était une compréhension totale. Je relevai les yeux et pour la première fois depuis le début de la matinée, je souris, pas par joie, mais parce que je venais enfin de comprendre. Ce dîner n'était pas une réconciliation, c'était une mise en scène. Et j'en étais la cible. Je restais immobile, les yeux fixés sur ces mots. Ils étaient simples, presque tendres, exactement comme il fallait. Et c'est précisément ce qui les rendait insupportables. Je connaissais cette manière d'écrire. Ce ton légèrement pressé, mais affectueux, cette façon de me rappeler ce que j'étais censée être, une mère attentive, dévouée, toujours prête à faire plaisir, mais cette fois quelque chose clochait. Ce n'était pas seulement le message, c'était le moment. Je levai les yeux vers la cuisinière ouverte, vers les tuyaux, vers ce petit minuteur fixé, avec une précision glaçante, puis je regardai de nouveau l'écran, mais vite la tarte au four. Le choix des mots, la précision, la hâte. Ce n'était pas une suggestion, c'était une instruction. Je sentis une froideur se répandre en moi, lente, méthodique, comme si chaque émotion inutile était mise de côté une à une pour laisser place à quelque chose de plus net, de plus lucide. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il savait à quelle heure j'allumerais le four. Il savait combien de temps il faudrait pour que le gaz s'accumule. Il savait à quel moment l'étincelle se produirait et il voulait que je sois là, dans cette cuisine, à cet instant précis. Je reposais le téléphone sans un mot. Mes gestes étaient calmes, trop calmes. À côté de moi, Marcel ne disait rien. Il avait compris, lui aussi, que ce message n'était pas anodin. Je relevai lentement le menton, une pensée s'imposa, claire, définitive. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas une erreur, c'était une exécution, et celui qui venait de me donner l'ordre d'allumer le four, c'était mon propre fils. Il n'eut ni vertige, ni panique, aucune montée de larmes. Au contraire, tout devint soudainement limpide, comme si quelqu'un avait nettoyé l'air autour de moi, retiré toute hésitation, toute illusion. Les pièces du puzzle, jusque-là dispersées, s'emboîtaient avec une précision implacable. Le dîner, la tarte, le timing parfait, le message envoyé au moment exact, ce n'était pas improvisé, c'était calculé, ils avaient prévu chaque étape. Chaque geste que j'allais faire, chaque seconde, je fermais lentement les yeux une fraction d'instant. Dans ma mémoire, des images remontèrent, Sébastien l'enfant courant dans la cuisine, riant, réclamant encore un morceau de tarte, ses mains petites, chaudes, agrippées aux miennes. Puis une autre image, l'homme qu'il était devenu, le regard fuyant, les mots calculés, les silences lourds, et entre les deux, un vide. Quand cela avait-il basculé? Je rouvris les yeux. La réponse importait peu désormais. Ce qui comptait, c'était l'instant présent. Je regardais à nouveau la cuisinière, puis le téléphone, puis mes mains. Elles ne tremblaient pas. Je compris alors quelque chose d'essentiel. La peur, celle que j'avais sentie dans l'air depuis le matin, ne venait pas de moi. Elle venait d'eux. Et à cet instant précis, elle changeait de camp. Un léger sourire étira mes lèvres. Froid, maîtrisé, presque imperceptible. S'ils avaient en préparé une exécution, alors ils venaient de faire une erreur. Ils avaient laissé en vie la seule personne dans cette maison capable de comprendre exactement ce qu'ils avaient fait et surtout capable de répondre. Je vis sa main se diriger instinctivement vers sa poche, là où il gardait son téléphone.
Le réflexe était logique, presque irréprochable. Dans une situation normale, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Mais rien dans cette cuisine n'était normal. Il faut appeler Madame de la Tour, dit-il d'une voix tendue. C'est grave, très grave. On ne peut pas laisser ça comme ça. Je levai doucement la main. Non, un simple mot, calme, sans hésitation. Il s'arrêta net. Mais c'est une tentative de meurtre, insista-t-il. Si on ne fait rien, ils peuvent te recommencer. Je le regardais, vraiment regardais, pas comme on regarde un artisan venu réparer un appareil, mais comme on observe une réaction en cours, en évaluant chaque variable. Justement, dis-je lentement. Il pense que je ne sais rien. Il fronça les sourcils. Et c'est précisément pour cela que nous n'allons rien dire, pour l'instant. Un silence s'installa. Je voyais qu'il hésitait entre le devoir, la logique et quelque chose de plus instinctif. Une méfiance peut-être, ou simplement l'impression que la situation lui échappait. «Vous voulez les laisser venir?» demanda-t-il incrédule. Oui, je me redressai légèrement. «Je veux qu'ils entrent ici». Convaincu que tout se déroule comme prévu, il secoua la tête, troublé. «C'est dangereux». «Non», répondis-je doucement. Ce qui serait dangereux, ce serait de leur montrer que j'ai compris. Je fis quelques pas dans la cuisine, mes talons résonnant faiblement sur le sol. Chaque geste était mesuré, réfléchi. S'ils savent que le piège a été découvert, ils disparaîtront, ou pire, ils changeront de méthode. Je me tournai vers lui. Et alors, je n'aurais plus aucune preuve. Il resta silencieux. Je savais que j'avais raison et lui aussi commençait à le comprendre. Ce que vous avez trouvé, Marcel, dis-je en désignant l'intérieur de la cuisinière, ce n'est pas seulement un danger, c'est une preuve. Je marquais une pause et les preuves, il faut savoir les utiliser. Son regard changea, moins de peur, plus de réflexion. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire demanda-t-il finalement. Je le fixai un instant, puis je souris légèrement. Je vais préparer le dîner. Un silence. Comme prévu, à cet instant précis, tout était déjà décidé. Ils pensaient avoir conçu un piège parfait. Ils se trompaient. Leur erreur avait été de me laisser le temps de comprendre. Ma voix était posée, stable, comme si je lui donnais une instruction ordinaire, presque banale. Marcel, dis-je calmement, je veux que vous remettiez tout en état. Il me regarda, surpris. En état, comme si rien ne s'était passé. Exactement. Je fis un léger geste de la main vers l'intérieur de la cuisinière. Vous retirez ce dispositif, vous resserrez le raccord, vous vérifiez chaque connexion. Et quand vous aurez terminé, cette cuisinière devra fonctionner parfaitement. Il hésita. Et la police? Pas maintenant. Je soutins son regard. Personne ne doit savoir que vous avez vu ça. Personne. Un silence lourd s'installa entre nous. Je savais ce qu'il pensait, que je prenais un risque, que je devrais me protéger immédiatement. Mais il ne voyait pas encore l'ensemble. Je fis quelques pas vers le secrétaire, ouvris un tiroir et en sortis une enveloppe. Je la posai sur la table, sans emphase. Pour le dérangement. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur, ses yeux s'écarquillèrent vec légèrement. Madame de la Tour, ce n'est pas nécessaire. Si, répondis-je simplement. Parce que ce que je vous demande, ne fait pas partie d'une intervention ordinaire. Il releva la tête. Vous êtes sûr de ce que vous faites? Je pris une seconde avant de répondre. Parfaitement. Ce n'était pas une bravade, c'était une certitude. Je m'approchai de lui suffisamment pour que mes mots ne portent pas plus loin que nécessaire. Il pense que je vais allumer ce four. Je marquai une pause. Alors ils doivent continuer à le penser. Il resta immobile quelques secondes, puis lentement, il hocha la tête. Sans un mot, il se remit au travail. Ses gestes étaient précis, rapides, efficaces. Il retira le minuteur avec précaution, déconnecta les fils, resserra le raccord, testa les conduites avec une solution savonneuse. Je l'observais. Chaque mouvement le rapprochait d'un objectif très simple, effacer leurs pièges mais pas leurs intentions. C'est bon, finit-il par dire en se redressant. Il essuya ses mains. Tout est sécurisé, elle fonctionne parfaitement. Je regardais la cuisinière, silencieuse, innocente en apparence, comme si rien ne s'était passé.
Je hochai légèrement la tête. Parfait. Puis je relevai les yeux vers Marcel. Et maintenant, vous oubliez tout ce que vous avez vu ici. Il ne répondit pas, mais dans son regard, je vis qu'il n'oublierait jamais. Et moi non plus. C'était la condition essentielle. S'ils avaient le moindre doute, s'ils sentaient que quelque chose leur échappait, ils ne viendraient pas. Ils changeraient de plan, ils disparaîtraient, ou pire encore, ils trouveraient une autre manière. Et cette fois, peut-être je ne sentirais rien. Je me dirigeais lentement vers la table où la pâte attendait encore, intacte, comme si rien ne s'était produit. Les griottes brillaient sous la lumière, leur couleur sombre presque irréelle. Je repris mon travail, un geste après l'autre, calme, régulier, maîtrisé, comme si je n'avais rien découvert, comme si je n'avais rien compris. Mais chaque mouvement avait désormais un autre sens. Je ne préparais plus un dîner, je préparais une scène. Je regardais l'horloge, le temps continuait d'avancer, indifférent, précis. Ils étaient en route, convaincus que tout se déroulait comme prévu. Convaincue que j'étais encore cette femme prévisible, enfermée dans ses habitudes, incapable de voir le danger, je sentis une légère tension dans ma poitrine. Pas de la peur, une anticipation. Je pris le téléphone, le fis glisser entre mes doigts, puis le reposer exactement à la même place. Tout devait rester identique. Chaque détail, chaque illusion. Je levai les yeux vers la cuisinière, désormais parfaitement fonctionnelle, silencieuse. Prête. Un léger sourire apparut sur mes lèvres. Ils pensaient venir assister à une fin, ils allaient assister à toute autre chose, car pour que le piège fonctionne, il fallait que les proies entrent d'elles-mêmes. Il était déjà près de la porte, sa mallette à la main, prêt à quitter la maison. Je l'accompagnai du regard, plongé dans mes propres calculs, lorsque je le vis s'arrêter net. Attendez, murmura-t-il. Il posa sa mallette au sol, fit demi-tour et revint vers la cuisine avec cette lenteur particulière des hommes qui viennent de remarquer quelque chose d'anormal. Je le suivis. Il se pencha derrière la cuisinière, là où le mur rencontrait les conduites, dans une zone que personne ne regardait jamais. Ça, ce n'est pas à moi, dit-il. Il tendit la main et détacha un petit objet fixé au mur par un adhésif double face. Il le posa sur le plan de travail. Je m'approchai, c'était minuscule. Un boîtier noir, discret, à peine plus grand qu'une boîte d'allumettes, un objectif circulaire, sombre, presque invisible, et sur le côté un minuscule voyant vert qui pulsait faiblement. Il fonctionnait. Je compris immédiatement. Ce n'était pas seulement un piège, c'était un spectacle. Il ne voulait pas simplement que cela arrive, il voulait voir. Voir le moment exact, voir l'explosion, voir ma fin. Je restai silencieuse quelques secondes, observant l'objet, puis je levai les yeux vers Marcel. Depuis combien de temps elle est là, à votre avis? Difficile à dire, répondit-il, mais elle n'a pas été posée aujourd'hui. Je hochai lentement la tête. Tout avait été préparé à l'avance, méthodiquement, avec patience. Je pris la caméra entre mes doigts. Elle était légère, presque insignifiante. Et pourtant, elle contenait quelque chose de bien plus lourd que du métal ou du plastique, une intention. Je tournai légèrement l'objet, observant l'objectif noir, ce petit cercle vide qui, à cet instant précis, me regardait. Je savais qu'il pouvait être derrière un écran, quelque part, en train d'attendre. Un très léger sourire passa sur mes lèvres. Ne la cassez pas, dis-je calmement. Marcel leva les yeux, surpris. Vous êtes sûr? Très sûr. Je reposai la caméra sur la table. Donnez-moi plutôt ça. Je pris un rouleau de ruban isolant noir dans sa mallette. Avec un geste lent, précis, je recouvris entièrement l'objectif. Le voyant continuait de clignoter, mais l'image avait disparu. Ils ne verront plus rien, murmura Marcel. Oui, répondis-je doucement. Je marquai une pause, puis j'ajoutai: mais ils vont continuer à écouter. Je laissai volontairement une petite ouverture, à peine visible au niveau du micro. Marcel me regarda, cette fois avec une expression différente. Il commençait à comprendre. Vous voulez qu'ils entendent ce qui va se passer.
Je relevai les yeux vers lui. Exactement. Je pris la caméra, la retournai, puis la reposai à sa place contre le mur comme si elle n'avait jamais été déplacée. Ils vont croire que tout fonctionne. Je me redressai. Et c'est parfait. Un silence. Puis Marcel hocha lentement la tête. Faites attention à vous, Madame de la Tour. Je ne répondis pas tout de suite, je regardais ce petit boîtier noir, immobile, discret, mais désormais inutile pour eux, et terriblement utile pour moi. Ne vous inquiétez pas, dis-je enfin, puis presque imperceptiblement, ce soir, je ne serai pas celle qu'il pense. Ce détail changeait tout. Il ne s'agissait plus seulement d'argent, ni même d'une solution pratique que pour se débarrasser de moi. Il y avait autre chose, quelque chose de plus froid, de plus dérangeant, une volonté d'assister, d'observer, de contrôler jusqu'au dernier instant. Je regardais cette petite caméra, son objectif désormais recouvert, et j'imaginais l'autre côté. Un écran, deux silhouettes penchées vers l'image, peut-être un sourire, peut-être de la tension, peut-être même une forme d'excitation. Ils attendaient. Ils attendaient avant que je fasse le geste, que j'allume le four, que la scène se déclenche. Et ils voulaient être témoins. Je sentis une légère crispation dans ma mâchoire, aussitôt maîtrisée. Ce n'était plus une simple trahison, c'était une mise en scène. Et moi, j'étais censée en être l'actrice principale, une actrice qui ne savait pas qu'elle jouait. Je fis quelques pas dans la cuisine, lentement, réfléchissant. Dans mon métier, il y a une règle essentielle. On ne se contente pas de créer une odeur, on crée une expérience, une perception, une illusion complète. Ils avaient conçu la leur. Alors j'allais concevoir la mienne. Je me tournai à nouveau vers la caméra. Même aveugle, elle était toujours là, toujours active, toujours connectée à eux. Un lien invisible entre leur monde et le mien. Très bien, murmurai-je presque pour moi-même. Je redressai légèrement les épaules. Regardez, même s'ils ne voyaient plus rien, ils allaient entendre. Et parfois, ce qu'on imagine est bien pire que ce qu'on voit. Un léger sourire apparut sur mes lèvres. Calme, maîtrisé. Ils pensaient assister à ma fin, ils allaient assister à toute autre chose. Le geste était simple, précis, presque banal. Un morceau de ruban noir posé exactement au bon endroit, et soudain pour eux, le monde s'éteignait. Plus d'images, plus de contrôle visuel, plus de certitude, seulement le son, seulement moi. Je regardais une dernière fois la petite caméra, désormais aveugle, fixée contre le mur comme un œil inutile. Le voyant continuait de pulser, preuve que la connexion était toujours active. Ils étaient encore là, à l'écoute, quelque part. Je me redressais lentement. C'était parfait, parce que l'image rassure, elle donne des repères, elle permet de comprendre. Le son, lui, laisse place à l'imagination. Et l'imagination, surtout quand elle est nourrie par la peur, devient rapidement incontrôlable. Je fis quelques pas dans la cuisine, volontairement audibles. Mes talons frappaient doucement le sol, créant un rythme régulier. Je voulais qu'ils entendent chaque mouvement, chaque geste, chaque seconde. Je pris une inspiration lente, puis d'une voix parfaitement calme, je dis: «Parfait, la cuisinière fonctionne très bien». Un silence, puis je continuai, toujours avec la même tranquillité: «Il est temps de mettre la tarte au four». Je savais qu'ils m'entendaient. Je savais qu'à cet instant précis, de l'autre côté, ils se regardaient, peut-être soulagés, peut-être impatient, convaincu que tout se déroulait exactement comme prévu. Je laissai planer un léger silence, juste assez long pour qu'il s'y accroche, puis je me tournai vers la porte de la cuisine. Mon regard changea, plus froid, plus précis. «Nous allons voir», murmurai-je, ce n'était plus leur scène, c'était la mienne. Je traversai le couloir sans me presser, chaque pas résonnait légèrement sur le parquet, régulier, maîtrisé. Rien dans mon apparence ne devait trahir ce qui venait de se produire. Arrivé devant la lourde porte en chêne, je posai la main sur la poignée. Une seconde, puis j'entrai. L'air changea immédiatement.
Ici, tout était différent. Plus froid, plus net, plus contrôlé. C'était mon territoire. Les étagères alignées, les flacons rangés par familles olfactives, les instruments parfaitement disposés, rien n'était laissé au hasard. Cet endroit n'était pas seulement un laboratoire, c'était un espace de précision absolue, un espace où l'on transforme des intentions en effets. Je refermai la porte derrière moi, le bruit sec du bois qui se verrouille eut quelque chose de définitif. Je retirai lentement ma bague, puis mes gants de cuisine que je posai soigneusement sur la table. Mes gestes étaient calmes, méthodiques, comme avant une expérience délicate. Parce que c'était exactement cela, une expérience. Je m'approchais de mon plan de travail, celui que nous appelions entre professionnels l'orgue. Des dizaines de flacons, certains translucides, d'autres ambrés, alignés comme des notes prêtes à être assemblées. Pendant 40 ans, j'avais utilisé ces matières pour créer de la beauté. Aujourd'hui, l'objectif était différent. Je passais doucement les doigts au-dessus des fioles sans les toucher. Je réfléchissais. Ils avaient conçu un piège physique, simple, brutal, efficace. Moi, je ne pouvais pas répondre avec la force, je devais répondre avec la perception, avec ce que je maîtrisais mieux que quiconque, l'odeur, la sensation, l'état intérieur. Je relevai légèrement la tête. S'ils voulaient contrôler la réalité, j'allais contrôler leur manière de la percevoir. Je pris une paire de gants en latex et les enfilai lentement. Le léger claquement du matériau contre la peau résonna dans la pièce silencieuse. Un rituel. Je me penchai vers les flacons, un puis un autre. Je savais exactement ce que je cherchais. Pas de poison, pas de violence directe. Ce serait trop simple, je voulais autre chose. Quelque chose de plus subtil, de plus précis, quelque chose qui agit de l'intérieur. Je pris une pipette. Et à cet instant précis, je compris que la partie venait réellement de commencer. Ils pensaient avoir préparé la fin. Moi, je venais d'écrire le début. Ce n'était pas de la violence, c'était de la précision. Je ne cherchais pas à les blesser physiquement. Je voulais agir là où tout commence, dans le système nerveux, dans les perceptions, dans ce point fragile où le corps et l'esprit cessent de s'accorder. Je commençai par le thé, un geste simple, presque anodin. J'ouvris une boîte de jasmin séché, dont le parfum délicat emplissait immédiatement l'air d'une douceur trompeuse. Sous cette couche familière, j'ajoutais quelques gouttes d'un extrait que j'avais moi-même développé au fil des années. Rien de toxique, mais suffisamment pour relâcher les muscles, ralentir les réflexes, rendre le corps moins réactif. Pas endormi, juste moins capable d'agir. Je refermais le flacon avec soin, puis je passais à l'air ambiant. Je savais que l'odorat est le sens le plus primitif, le plus direct. Il contourne la logique. Il parle directement au cerveau, aux zones les plus anciennes, celles qui décident avant même que la pensée ne s'organise. Je préparais un second mélange, une composition plus subtile, quelques molécules spécifiques, à peine perceptibles, mais capables d'éveiller une sensation diffuse d'inconfort. Une chaleur légère, une accélération du rythme cardiaque, une impression difficile à nommer, mais impossible à ignorer. Rien de suffocant, rien de visible, juste un malaise. Je versai le tout dans un diffuseur discret, placé dans un angle de la pièce où personne ne penserait à regarder. Je réglai la diffusion, lente, régulière, inévitable. Quand ils arriveraient, ils ne remarqueraient rien immédiatement. Puis, peu à peu, leur corps réagirait, leur respiration changerait, leur esprit chercherait une explication et n'en trouverait aucune. Je retirai mes gants, les posai soigneusement sur la table, tout était prêt. Ils avaient construit un piège mécanique. Moi, j'avais construit un piège invisible. Et dans ce type de piège, le plus dangereux n'est pas ce que l'on subit, c'est ce que l'on imagine. Je n'avais ni le temps ni l'envie de jouer la comédie jusqu'au bout en la cuisant moi-même. Ce qu'il me fallait, ce n'était pas un geste sincère, c'était une apparence crédible. Je pris mon téléphone et composai un numéro que je connaissais par cœur.
Bonjour, ici Marguerite Delatour. Une courte pause. J'ai besoin d'une tarte aux griottes, la meilleure que vous avez. Et rapidement. La voix au bout du fil reconnut la mienne immédiatement. Bien sûr, Madame Delatour, délai habituel. Non, je paie le trajet en taxi. Livrez-moi par l'entrée de service dans 40 minutes, aucune question. Simple, efficace. Je raccrochais. Tout dans cette journée devenait une question de timing. Je retournai dans la cuisine et repris ma place comme si rien n'avait changé. Les ingrédients étaient toujours là, disposés avec soin. La pâte attendait encore. Mais désormais, elle ne servait plus. Le temps passa sans que je le ressente réellement. Puis, exactement comme prévu, un discret coup se fit entendre à l'arrière de la maison. Je sortis, récupérai la boîte encore tiède, remerciai brièvement le livreur et refermai derrière moi. De retour dans la cuisine, j'ouvris l'emballage, une odeur chaude, sucrée, familière s'échappa immédiatement. Parfaite. Je retirai la tarte de sa boîte avec précaution et la déposai dans mon vieux plat en céramique, celui que Sébastien connaissait depuis l'enfance. Celui avec une petite ébréchure sur le bord, le détail comptait. Toujours. Je saupoudrais légèrement de sucre glace irrégulièrement pour casser la perfection industrielle de la surface. Puis je laissais quelques traces volontaires, comme si elles venaient réellement d'être manipulées. Je refermai la boîte vide et la glissai au fond du bac, sous d'autres déchets invisibles. Il ne restait aucune trace. Je reculai d'un pas et observai la scène. La tarte, le plat, la cuisine, tout était cohérent, tout était crédible. Je posai la main sur le bord du plan de travail. Ils allaient entrer dans cette pièce. Ils allaient voir ce qu'ils s'attendaient à voir, sentir ce qu'ils pensaient devoir sentir. Et c'est précisément cela qui les piégerait. Parce que le plus grand mensonge est celui qui ressemble parfaitement à la vérité. Je me rendis dans le laboratoire avec un calme presque irréel. Tout était prêt dans la maison, chaque détail ajusté, chaque illusion en place. Il ne restait qu'une chose à faire, comprendre, comprendre exactement à qui j'avais affaire. Je sortis la petite carte mémoire que Marcel m'avait discrètement remise en partant. Elle était légère, presque insignifiante, et pourtant elle contenait sans doute la vérité. Je l'insérai dans le lecteur de mon ordinateur. Un clic, l'écran s'illumina. Un seul fichier, daté de la veille. Je restai immobile quelques secondes, la main posée sur la souris, puis je lançai la vidéo. L'image tremblait légèrement au début. Des mains apparaissaient, ajustant la caméra, la fixant contre le mur. On entendait des bruits étouffés, des mouvements rapides, puis l'image se stabilisa. La cuisine, ma cuisine, vide. Quelques secondes passèrent. Puis une silhouette entra dans le champ. Sébastien. Je le reconnus immédiatement. Il avait le visage fermé, tendu, presque nerveux. Il jetait des regards fréquents vers la porte, comme s'il craignait d'être surpris. Je ne ressentis rien, ni choc, ni douleur, seulement une observation froide. Il ne parlait pas. Il se contentait d'attendre, puis une seconde voix se fit entendre, calme, assurée, presque familière. Une voix que je connaissais. Trop bien. Une deuxième silhouette entra dans le cadre. Un homme, bien habillé, précis dans ses gestes, parfaitement à l'aise. Mon regard se fixa sur son visage, et à cet instant précis, quelque chose se brisa, pas extérieurement, intérieurement. Parce que cet homme, je lui avais fait confiance pendant des années, et il se tenait là, dans ma cuisine, en train de transformer ma maison en piège. Je ne détournais pas les yeux de l'écran. La trahison venait de changer de nature. Elle n'était plus familiale, elle était totale. Sébastien n'était plus que l'ombre de lui-même. Ses gestes étaient hésitants, ses yeux constamment en mouvement comme ceux d'un animal pris au piège. Il parlait peu, et quand il le faisait, sa voix trahissait une peur qu'il ne parvenait plus à cacher. Mais Bastien, lui, était parfaitement calme, trop calme. Il se déplaçait dans ma cuisine comme s'il connaissait les lieux depuis toujours. Chaque geste était précis, assuré, presque élégant.
Il manipulait les éléments avec une aisance dérangeante, comme s'il ne s'agissait pas d'un dispositif dangereux, mais d'un simple dossier à finaliser. Plus proprement, Sébastien, dit-il d'un ton posé. Là, tu vois, il faut que ce soit discret, naturel, naturel. Le mot me heurta. Je regardais cet homme, celui à qui j'avais confié mes contrats, mes décisions, mes intérêts, celui qui avait accès à tout ce que j'avais construit, et il parlait de ma mort comme d'un détail technique. Le gaz fera le reste, poursuivit-il calmement. L'important, c'est le timing, il ajusta le minuteur. 1 heure, c'est parfait. Elle aura largement le temps de lancer la cuisson. Sébastien hocha la tête sans conviction. Et oh, si quelque chose ne se passe pas comme prévu, Bastien leva les yeux vers lui, légèrement agacé. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Il marqua une pause, puis ajouta avec une froideur clinique, et même si c'était le cas, ce sera présenté comme un accident domestique. J'ai déjà tout préparé, tout préparé. Les mots résonnèrent en moi avec une netteté glaçante. Il ne s'agissait pas d'un coup de désespoir, c'était une opération structurée, encadrée, légalisée presque. Bastien se tourna légèrement vers la caméra, vérifiant l'angle. Pendant une fraction de seconde, il regarda directement dans l'objectif, comme s'il savait. Comme s'il regardait déjà au-delà de l'écran, vers moi, je ne clignais pas. Je soutins ce regard figé à travers le temps, et dans ce silence, une certitude s'imposa. Mon fils n'était pas l'architecte, il était l'outil, le véritable danger était l'homme que j'avais laissé entrer dans ma vie depuis des années. L'homme qui connaissait chaque faille, chaque détail et qui désormais cherchait à tout prendre. Ce n'était plus une trahison, c'était une prise de contrôle. Tout s'alignait avec une précision brutale. Les documents qu'il avait insisté pour modifier ces derniers mois, les clauses qu'il avait reformulées pour simplifier, les signatures qu'il m'avait fait apposer sans urgence apparente. Il n'avait pas seulement prévu ma mort, il avait préparé l'après. Je me redressai lentement devant l'écran, les images figées encore visibles. Bastien Roche ne regardait pas une cliente, il regardait un patrimoine, un ensemble d'actifs, une succession. Et Sébastien n'était plus qu'un levier, un intermédiaire faible, manipulable, endetté, parfait pour porter la responsabilité si quelque chose tournait mal. Je fermai la vidéo. Le silence du laboratoire me parut soudain plus dense, plus froid. Je posai les 2 mains sur la table. Je repassai mentalement chaque détail. S'il réussissait, Bastien contrôlerait tout, les biens, les décisions, les procédures, et il aurait même la légitimité pour le faire. Tout était verrouillé, sauf une chose, moi. Un léger souffle m'échappa, ni colère, ni tristesse. Quelque chose de plus net, une lucidité totale. Je relevai la tête. Alors, très calmement, je prononçai à voix basse: Très bien. Je compris que je ne pouvais pas me contenter de survivre. Je devais reprendre le contrôle total, non seulement de la situation, mais du récit lui-même. Ils avaient préparé une opération, j'allais la retourner contre eux. Et cette fois, ce serait moi qui déciderais de la fin. Je les entendis avant même qu'ils ne frappent. Le bruit de la voiture sur le gravier, le moteur coupé trop brusquement, une portière qui claque, pas de légèreté, pas de normalité, ils étaient déjà tendus. La sonnette retentit, longue, insistante, pas comme une visite familiale, comme une vérification. Je pris une inspiration lente, puis je me dirigeai vers la porte d'entrée. Chaque pas était mesuré, contrôlé. Mon visage, lui, était parfaitement calme. J'ouvris. Ils étaient là, Sébastien pâle, les traits tirés, les yeux cherchant immédiatement quelque chose derrière moi. Pas moi, la maison. Clémence, à ses côtés, impeccablement habillée, mais figée, ses mains serrées dans son sac avec une tension visible. Ils ne souriaient pas, ils observaient, ils cherchaient des indices, des traces, du désordre, de la fumée, quelque chose. Mais il n'y avait rien. Derrière moi, la maison était intacte, calme, propre, silencieuse, comme si rien ne s'était passé, comme si leur plan n'avait jamais existé. «Maman», dit Sébastien d'une voix légèrement trop haute, Tu vas bien?» Je lui souris, doucement.
Bien sûr, répondis-je. Pourquoi cette question? Un silence. Ils échangèrent un regard. Court, rapide, inquiet. Le doute venait de s'installer. Je m'écartai légèrement. Vous restez sur le seuil? Vous allez prendre froid. Ils hésitèrent. Une fraction de seconde, puis ils entrèrent. Prudemment, comme si la maison pouvait exploser à tout moment. Je refermai la porte derrière eux. Le bruit du verrou qui se met en place résonna doucement dans l'entrée. À cet instant précis, ils étaient à l'intérieur, et tout ce qu'ils pensaient contrôler leur échappait déjà. Je vis le moment exact, celui où leur certitude se fissure, pas brusquement, pas violemment, mais subtilement, dans un regard, dans un silence, dans une respiration qui change. Sébastien resta figé une fraction de seconde de trop. Clémence, elle, ne dit rien, mais ses doigts se crispèrent imperceptiblement sur son sac. Ils avaient en préparé une scène, et ils entraient dans une autre. Entrez, dis-je doucement, comme si tout était parfaitement normal. Je me décalai légèrement, leur laissant de l'espace. Ils avancèrent, lentement. Leurs yeux balayaient chaque détail, les murs, le sol, la lumière, comme s'ils cherchaient une trace invisible. Mais il n'y en avait aucune. La maison respirait le calme. Un calme presque trop parfait. Je refermai la porte derrière eux, puis je me retournai vers eux avec un sourire simple. Le dîner est presque prêt. Un silence. Sébastien me fixa comme s'il tentait de comprendre quelque chose qui lui échappait totalement. Tu. Tu as utilisé le four? Demanda-t-il enfin. La question tomba lourdement dans l'air. Je le regardai légèrement surprise, comme si elle n'avait rien de particulier. Bien sûr, répondis-je. Je marquai une pause. Pourquoi? Clémence intervint rapidement, trop rapidement. Non, rien, c'est juste pour savoir si tout fonctionne bien. Je hochai la tête avec naturel, parfaitement. Nouveau silence. Je les observais, leur visage, leurs gestes, leur respiration. Le doute s'installait. Puis la peur. Pas une peur visible, pas encore, mais une inquiétude sourde qui s'insinue lentement. Ils ne comprenaient pas, et c'était exactement ce que je voulais. Je fis quelques pas vers le salon. Venez, dis-je simplement. On va être bien ici. Ils me suivirent, sans discuter, sans résister. Mais désormais, une chose avait changé. Ils n'étaient plus en contrôle, et ils le savaient. Je me suis avancée vers eux avec cette douceur que l'on attend d'une mère. Un sourire léger, une voix chaleureuse, des gestes simples. Entrez, vous devez avoir faim. Ils ont franchi le seuil et immédiatement l'odeur les a enveloppés, chaleureuse, riche, familiarisante, une odeur de cuisine vivante, de maison habitée, de repas préparés avec soin, quelque chose de profondément rassurant, presque nostalgique. Je les ai observés sans en avoir l'air, leur première réaction n'a pas été visible, mais je l'ai senti. Un léger relâchement, puis presque aussitôt, une confusion, parce que cette odeur ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient. Pas de gaz, pas de danger, pas de catastrophe, seulement la normalité. Ça sent bon, murmura Clémence presque malgré elle. Je me suis tournée vers elle avec un sourire simple. J'ai voulu faire quelque chose de spécial. Je leur ai retiré leur manteau avec des gestes lents, habituels, presque maternels. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix restait douce, tout devait être parfait, crédible, naturel. Sébastien, lui, restait tendu. Je sentais son regard revenir sans cesse vers la cuisine, vers le four, vers l'invisible. Vous avez fait bonne route? Demandai-je en les guidant vers le salon. Une question banale, un rituel. Mais derrière cette banalité, tout se mettait en place. Ils s'assirent, un peu trop raides, un peu trop silencieux. Je pris place face à eux, toujours souriante, toujours calme. Autour de nous, la maison respirait la chaleur et la sécurité, mais eux commençaient déjà à comprendre que quelque chose clochait. Pas dans la maison, dans la situation, dans ce qu'il avait prévu et qui ne se déroulait plus comme prévu. Et dans cette odeur rassurante se cachait déjà le début de leur trouble. Je versai le thé avec lenteur. Le geste était précis,
presque cérémonielle. La vapeur s'élevait doucement des tasses en porcelaine, diffusant cette odeur familière, rassurante, parfaitement en accord avec le décor. Rien ne devait paraître inhabituel. Buvez, dis-je avec douceur. Ça vous fera du bien après la route. Clémence prit la tasse en premier, à deux mains. Je remarquai immédiatement la tension dans ses doigts. Sébastien hésita une seconde de trop, puis imita le geste. Ils portèrent le thé à leurs lèvres. Je les observai, pas frontalement, mais suffisamment pour ne rien manquer. Le premier contact, la chaleur, le goût, l'illusion. Puis, quelques secondes plus tard, les premiers effets, subtils, presque invisibles. Leurs épaules commencèrent à s'abaisser légèrement. Leur respiration se modifia, leur posture se relâcha, mais pas complètement. C'était là toute la différence, le corps lâché, mais l'esprit restait éveillé, trop éveillé. Je pris ma propre tasse que je ne portais qu'à peine à mes lèvres. Vous avez l'air fatigué, dis-je calmement. Sébastien esquissa un sourire nerveux. Ouais, un peu. Sa voix avait déjà changé, moins assurée. Clémence, elle, resta silencieuse. Mais ses yeux ne cessaient de bouger. Vers la cuisine, vers le sol, vers moi. Je savais exactement ce qui se passait. Leur corps commençait à ralentir. Mais leur esprit, stimulé par l'atmosphère que j'avais créée, cherchait désespérément une menace, une explication, et n'en trouvait aucune, ce décalage. C'est là que naît la peur, une peur sans objet clair, une tension sans cause visible. Je reposai ma tasse. Alors, dis-je doucement, comme si nous étions dans un dîner ordinaire. De quoi vouliez-vous me parler exactement? Le silence tomba, lourd, inconfortable. Ils échangèrent un regard. Mais quelque chose avait changé. Leur coordination, leur assurance. Ils n'étaient plus tout à fait synchronisés. Et plus les secondes passaient, plus ils perdaient le contrôle. Pas de la situation, d'eux-mêmes, et moi, mais je n'avais plus qu'à observer. Je pris une gorgée de thé, puis reposai lentement la tasse, comme si je cherchais mes mots, comme si ce n'était qu'un détail sans importance. Vous savez, dis-je doucement en regardant la table, il s'est passé quelque chose d'un peu étrange ce matin. Leurs regards se figèrent immédiatement sur moi. Je levai légèrement les yeux, presque avec gêne. La cuisinière, elle a eu un comportement bizarre. Silence. Sébastien ne respirait presque plus. Clémence, elle, serrait sa tasse un peu plus fort. Je continuais sur le même ton posé. Quand j'ai voulu allumer le four, il y a eu une grande flamme. Je fis un petit geste de la main comme pour illustrer quelque chose de rapide. Très vive, très soudaine. Le silence devint pesant. Je vis la réaction. Instantanée. Le sang quitta leur visage, leurs yeux s'agrandirent imperceptiblement, leur imagination venait de prendre le relais. Oh, rien de grave, ajoutai-je avec un léger sourire. J'ai été surprise, bien sûr, hein, mais après ça, tout a semblé fonctionner normalement. Je marquai une pause, puis presque innocemment, alors j'ai continué à cuisiner. Cette phrase, c'est elle qui fit basculer quelque chose. Sébastien posa sa tasse un peu trop brusquement. Le bruit de la porcelaine résonna dans la pièce. Tu as continué demanda-t-il, la voix légèrement déformée. Je le regardais avec une douceur tranquille. Bien sûr, je penchai légèrement la tête. Pourquoi aurais-je arrêté? Clémence intervint rapidement. Et tu n'as pas senti quelque chose? Une odeur? Un problème? Je laissai planer un court silence, puis je haussai légèrement les épaules. Peut-être, une légère odeur, oui, mais rien d'alarmant. Je repris ma tasse et puis, vous savez, les vieilles cuisinières ont parfois des caprices. Je bus une gorgée, leurs regards ne me quittaient plus. Leurs esprits faisaient le calcul, la flamme, le gaz, le timing, tout et surtout, ce que cela signifiait. S'ils avaient raison, alors cette maison n'était peut-être plus sûre. Je reposai la tasse. Enfin, dis-je calmement, le dîner est prêt. Je leur souris, un sourire doux, presque rassurant. Mais dans leurs yeux, la peur venait de s'installer pour de bon.
Et cette fois, elle ne les quitterait plus. Je n'ai rien ajouté. Aucune menace, aucune accusation, juste le silence. Et parfois, le silence est plus puissant que n'importe quelle parole. Je les regardais sans les fixer, laissant leurs esprits faire le travail à ma place. Sébastien ne touchait plus vraiment à sa tasse. Ses doigts restaient posés autour, mais sans force, comme s'il avait peur du moindre geste. Clémence, elle, respirait plus vite, presque imperceptiblement, mais suffisamment pour que je le remarque. Leur regard glissait sans cesse vers la cuisine, vers ce qu'ils ne voyaient pas, vers ce qu'ils imaginaient. Parce que maintenant, ce n'était plus moi qui contrôlais la peur, c'était eux, leur propre esprit. Chaque bruit devenait suspect, chaque vibration du sol une menace, chaque souffle d'air un signe. Je me levai calmement. Le simple mouvement les fit tressaillir. Je vais vérifier la cuisson, dis-je tranquillement. Non, lâcha Sébastien trop vite. Le mot lui échappa, brutal, instinctif. Il réalisa immédiatement, trop tard. Je me tournai vers lui avec une légère surprise feinte. Non, il avala difficilement. Je veux dire, ce n'est pas la peine, ça peut attendre. Clémence posa une main sur son bras. Oui, restons ici encore un peu. Leur voix était contrôlée. Mais leur corps, non. Je les regardai un instant, puis je souris doucement. Comme vous voulez. Je me rassis. Le silence retomba, encore plus lourd. Parce que maintenant, ils savaient que je pouvais me lever à tout moment, aller dans la cuisine, ouvrir le four et déclencher ce qu'ils avaient eux-mêmes préparé. Mais le pire, ce n'était pas la possibilité, c'était l'attente. Cette attente lente, étouffante, où chaque seconde pouvait être la dernière. Et à cet instant précis, ils comprirent quelque chose de fondamental. Ils n'étaient damnés plus les auteurs du piège, ils en étaient devenus les prisonniers. Je laissai le silence s'installer encore quelques secondes, juste assez pour que leur peur s'enracine, puis je soupirai légèrement, un soupir lent, chargé d'une fatigue soigneusement dosée. Je baissai les yeux vers ma tasse comme si je rassemblais mes pensées. Vous savez, dis-je doucement, je commence à me sentir fatigué. Le mot tomba avec précision. Sébastien releva la tête immédiatement. Clémence aussi. Leurs regards changèrent. La peur recula d'un pas. Et autre chose apparut, l'intérêt. Je continuai sur le même ton calme. Ce matin m'a fait réfléchir. Je levai lentement les yeux vers eux. Cette flamme, ce moment, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer comme avant. Je marquai une pause, je les laissai absorber. Une maison, une entreprise, tout cela demande de l'énergie. Je posai ma main sur la table, et je n'en ai plus autant qu'avant. Clémence se redressa légèrement. Je vis l'étincelle, elle arrivait. Tu veux dire, que tu envisages de ralentir? Demanda-t-elle en contrôlant sa voix. Je hochai doucement la tête. Plus que ralentir. Silence. Je les regardais tour à tour, puis très simplement, je pense qu'il est temps que quelqu'un prenne le relais. Le mot était choisi. Relais. Pas abandon, pas perte, transmission. Sébastien déglutit. Tu penses à qui? Je laissai un léger silence. Puis je souris. À vous. Le choc fut immédiat, invisible pour un œil inattentif. Mais pas pour moi. Leurs corps se tendirent différemment. Leur respiration changea. La peur était toujours là. Mais désormais, elle cohabitait avec quelque chose de plus puissant. Le désir. Je me levai lentement. Attendez, je me dirigeais vers le meuble ancien près du mur. Mes gestes restaient lents, maîtrisés. Je tirai un tiroir, en sortis une chemise en cuir soigneusement préparée. Je revins vers la table, je la posai devant eux. J'avais déjà commencé à y réfléchir, avouai-je doucement. Clémence ouvrit immédiatement le dossier. Ses yeux parcoururent les premières lignes. Je vis son visage se transformer. C'est une délégation complète, murmura-t-elle. Je hochai la tête. Gestion, signature,
décision. Je marquais une pause. Tout. Sébastien regardait le document sans vraiment le voir. Il était encore pris entre deux états, la peur et la tentation. Clémence, elle, avait déjà choisi. Je m'adossais légèrement à ma chaise. Bien sûr, ajoutai-je avec douceur. Ce n'est qu'une proposition. Je les laissais seuls avec le document, avec leur peur, avec leurs désirs, et surtout avec leur erreur. Parce qu'à cet instant précis, ils pensaient de gagner. Alors qu'ils venaient déjà de perdre. Je posais la chemise devant eux sans insister, comme si ce n'était qu'une formalité, comme si tout était déjà décidé. Clémence fut la première à réagir. Elle ouvrit le dossier immédiatement, ses yeux parcourant les pages avec une rapidité fébrile. Elle ne lisait pas vraiment, elle cherchait des mots-clés, des confirmations, des signes de pouvoir. C'est complet, murmura-t-elle. Je hochai légèrement la tête. J'ai voulu simplifier les choses. Sébastien se pencha à son tour, mais je voyais bien qu'il n'assimilait qu'à moitié. Son esprit était encore ailleurs, partagé entre la peur qui persistait et l'opportunité qui venait de surgir. Clémence tourna les pages, de plus en plus vite. Je laissai faire. Je savais exactement ce qu'elle regardait et surtout ce qu'elle ne regardait pas. Il suffit de signer ici, dis-je calmement en indiquant l'emplacement. Un simple geste, rien de plus. Le silence se fit, puis Clémence prit le stylo sans poser de questions, sans relire. Elle signa d'un trait rapide, décidé, comme quelqu'un qui craint que l'occasion disparaisse si elle attend trop longtemps. Sébastien hésita une seconde, peut-être deux, puis il regarda sa femme, puis moi, puis le dossier, et il signa à son tour, plus maladroitement, plus lentement, mais il signa. Je refermai doucement la chemise. Le bruit du cuir qui se replie résonna légèrement dans la pièce. C'était fait. Je relevai les yeux vers eux. Ils semblaient presque soulagés, presque victorieux. Clémence laissa échapper un souffle discret. Tu ne le regretteras pas, dit-elle. Je lui souris, un sourire doux. Je l'espère. Mais au fond, je savais déjà une chose. Ils venaient de signer exactement ce qu'ils voulaient, simplement pas ce qu'ils croyaient. Je laissai le silence s'installer après leur signature, un silence calme, presque bienveillant. Ils pensaient que tout était terminé, que le plus dur était derrière eux. Je posai doucement la main sur le dossier fermé. Vous auriez dû lire jusqu'au bout, dis-je simplement. Clémence releva la tête. Comment ça? Je ne répondis pas tout de suite. Je rouvris lentement la chemise, tournai quelques pages, puis fis glisser le document vers eux en pointant une ligne précise. Ici. Sébastien se pencha, Clémence aussi. Leur lecture fut plus lente cette fois, plus attentive. Je vis le moment exact où ils comprirent. Leurs visages se figèrent. Prise en charge intégrale des engagements financiers, murmura Clémence. Sa voix se brisa légèrement. Sébastien fronça les sourcils. Quel engagement? Je relevai les yeux vers eux. Ce que vous avez créé. Silence total. Je poursuivis, toujours avec la même tranquillité. Depuis plusieurs mois, des flux financiers anormaux apparaissaient dans les comptes. Des sociétés intermédiaires, des facturations incohérentes, des sorties d'argent que personne ne pouvait expliquer officiellement. Je marquai une pause. Sauf moi. Clémence recula légèrement. C'est faux. Je secouai doucement la tête. Non, je tapotai le document du bout des doigts. Et maintenant, c'est à vous de les assumer. Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois depuis leur arrivée, ils ne contrôlaient plus rien. Ce document, continuai-je calmement, ne vous donne pas seulement le contrôle. Je penchai légèrement la tête. Il vous donne aussi la responsabilité. Je laissai les mots tomber, lentement. Total. Sébastien pâlit. De quelle somme on parle? Je le regardai. Un instant. Puis je répondis. Suffisamment pour détruire une vie. Le silence revint, plus lourd encore.
Clémence referma brutalement le dossier. On peut annuler ça. Je souris légèrement. Non, je me redressai. Vous avez signé en pleine conscience. Je marquai une pause, puis plus doucement, et surtout avec empressement. Leur visage n'exprimait plus ni triomphe, ni contrôle, seulement une chose, la chute. Ils comprenaient enfin. Ils n'avaient rien gagné. Ils venaient d'hériter du problème qu'ils pensaient pouvoir cacher. Et cette fois, il leur appartenait entièrement. Le moment était parfait. Leur certitude venait de s'effondrer. Leur esprit vacillait déjà. Il ne manquait qu'un déclencheur. Je me levai lentement, comme si de rien n'était. Excusez-moi, dis-je doucement. Je crois que j'ai quelque chose pour accompagner le dessert. Un prétexte banal. Je me dirigeai vers le buffet. Mes gestes restaient fluides, naturels. Je tendis la main vers une petite étagère, là où reposaient plusieurs flacons décoratifs. Mon regard s'arrêta sur l'un d'eux, le bon. Je le saisis. Puis, je laissai mes doigts glisser. Le flacon tomba. Le bruit du verre brisé résonna dans la pièce, sec, net. Instantanément, une odeur se diffusa, invisible mais vive. Je portai légèrement la main à ma bouche. Oh, quelle maladresse! Mais déjà, les effets commençaient. Sébastien porta la main à sa gorge. Tu sens ça? Clémence se redressa brusquement. Qu'est-ce que c'est? Leur respiration changea. Plus rapide, plus courte. Leur cœur s'emballait. Je les observai, calmement, sans bouger. Rien de grave, dis-je doucement. Juste un vieux mélange, un peu trop concentré. Mais eux ne pouvaient rien plus analyser. Leur corps réagissait. Avant même que leur esprit comprenne, Sébastien se leva à moitié puis se rassit, incapable de stabiliser ses mouvements. J'ai du mal à respirer. Clémence, elle, tentait de garder le contrôle. C'est psychologique, mais sa voix tremblait. Ses mains aussi, parce que le pire venait de commencer. Leur esprit cherchait une explication, et il en trouva une, la plus évidente. Le gaz, le piège, la bombe. Je fis un pas vers eux, lentement. Vous allez bien? Demandai-je avec une douceur presque inquiétante. Ils me regardèrent, et à cet instant précis, ils comprirent. Pas tout, mais suffisamment. Ils n'étaient plus en sécurité, ils n'étaient plus en contrôle. Et surtout, leur propre corps venait de se retourner contre eux. Le mélange agissait exactement comme prévu. Adrénaline, panique, perte de repères. Et dans cet état, la peur ne se réfléchit plus, elle se vit. Je restais immobile, observant, parce que désormais, ce n'était plus moi qui faisais le travail, c'était leur propre cerveau, et il était devenu leur pire ennemi. Je le vis immédiatement. Dans leurs yeux, Sébastien se leva brusquement, puis vacilla. Ses jambes ne répondaient plus avec la même précision. Il tenta de faire un pas, mais son mouvement était ralenti, désynchronisé, comme s'il avançait dans de l'eau. Il faut sortir, murmura-t-il, la voix étranglée. Son instinct criait, fuir, s'éloigner, survivre, mais son corps refusait. Clémence tenta de se lever à son tour. Elle posa une main sur le bord de la table pour s'appuyer, mais ses doigts glissèrent légèrement, manquant de coordination. Bouge, Sébastien, bouge, souffla-t-elle, mais elle-même ne bougeait pas. Leur respiration s'accélérait. Trop vite, trop fort. Leur cœur battait à un rythme désordonné, visible jusque dans leurs tempes, et pourtant, leurs gestes restaient lents, lourds, imprécis. Je restais assise, calme, observant ce décalage parfait. C'était là que tout se jouait. Le cerveau lançait l'alerte maximale, danger immédiat, fuite nécessaire. Mais le corps était incapable de suivre, et ce conflit est l'un des plus violents que l'on puisse ressentir. Parce qu'il détruit la seule chose qui nous permet de rester rationnel, la cohérence. Sébastien porta les mains à sa tête. On va mourir, murmura-t-il. Clémence secoua la tête, mais ses mouvements étaient désordonnés.
Non, non, il faut réfléchir, mais elle ne réfléchissait plus. Elle subissait. Je me levai lentement. Le simple bruit de ma chaise les fit sursauter. Je fis un pas vers eux, puis un autre. Mes mouvements étaient restés parfaitement stables, contrôlés, à l'opposé des leurs. Vous devriez vous asseoir, dis-je calmement. Ils me regardèrent, comme si j'étais la seule chose stable dans un monde devenu incontrôlable. Et à cet instant précis, ils comprirent quelque chose de terrifiant. Ce n'était pas l'air, ce n'était pas la maison, c'était eux, eux qui perdaient le contrôle, eux qui étaient prisonniers de leur propre corps. Et moi, j'étais la seule à ne pas être affectée. Je m'arrêtai à quelques pas, puis je les regardai avec une douceur presque irréelle. Respirez, dis-je doucement. Mais ils n'y arrivaient plus, parce que leur peur était devenue plus forte que leur volonté. Ce n'était plus une simple peur, c'était une panique totale. Sébastien tenta de se lever une nouvelle fois, mais ses jambes cédèrent d'ailleurs presque immédiatement. Il s'accrocha au dossier de la chaise, respirant de manière désordonnée, incapable de retrouver un rythme normal. Ça, ça fuit, murmura-t-il. Le gaz, il y en a partout. Sa voix était brisée, irrégulière. Clémence, elle, cherchait encore à garder une forme de lucidité. «Non, ce n'est pas possible», répéta-t-elle comme un automatisme, mais ses gestes la trahissaient. Elle tentait de se lever, puis se rasseyait. Elle regardait la porte, puis la cuisine, puis moi, son regard ne parvenait plus à se fixer, parce qu'elle ne savait plus où était le danger, partout et nulle part. Leur imagination complétait ce que leur sens ne confirmait pas. Ils ne voyaient rien, mais ils ressentaient tout. Sébastien porta une main tremblante à sa poitrine. Mon cœur, il va exploser. Il recula, trébucha contre le tapis et s'effondra à moitié contre la table. Clémence tenta de l'aider. Mais ses propres mouvements étaient ralentis, maladroits, désordonnés. Respire, respire, dit-elle sans réussir à respirer elle-même. Leurs voix se chevauchaient, leurs pensées aussi. Plus aucune structure, plus aucune logique, juste une réaction primitive. Fuir, mais sans pouvoir. Je restais debout, à quelques pas, observant, parce que désormais tout venait d'eux. Ils étaient persuadés d'être empoisonnés, persuadés que la maison était devenue un piège mortel. Et surtout, persuadés que chaque seconde les rapprochait de la fin, je fis un pas en avant, ils reculèrent instinctivement. Même incapables de bouger correctement, leur peur trouvait encore un chemin. Je les regardai, longuement, puis je dis, d'une voix parfaitement calme, c'est étrange, ils se figèrent. Parce que moi, je respire très bien, le silence tomba, lourd, écrasant, et à cet instant précis, leur panique changea de nature. Ce n'était plus seulement la peur de mourir, c'était la peur de comprendre. Le moment était inévitable. Je me tournai lentement vers la cuisine, puis vers lui. Sébastien, dis-je doucement, peux-tu aller vérifier le four? La tarte doit être prête. Le silence tomba immédiatement, un silence brutal. Sébastien me fixa, ses yeux s'écarquillèrent. Non, murmura-t-il, un simple mot, instinctif. Je penchai légèrement la tête. Non, je fis un pas vers lui. Pourquoi? Clémence intervint aussitôt, trop vite. Ce n'est pas la peine, ça peut attendre. Si, coupai-je calmement. J'aimerais qu'il y aille. Je ne haussai pas la voix, mais quelque chose dans mon ton ne laissait pas de place au refus. Sébastien secoua la tête de plus en plus vite. Non, non, je ne peux pas. Je le regardais fixement. Tu as peur? La question le traversa. De plein fouet, il recula légèrement. Il y a quelque chose dans ce four. Je fis un autre pas. Comme quoi? Il respirait de plus en plus vite. Ses mains tremblaient. Je ne sais pas, je m'approchais encore. Alors va voir. Un silence, puis tout céda. Non! Le cri explosa dans la pièce, brutal, déchiré. N'ouvre pas, cria-t-il. N'ouvre pas, ça va exploser. Le temps sembla se figer. Clémence ferma les yeux. Une fraction de seconde. Trop tard. Je ne bougeais pas. Exploser?
répétai-je doucement. Il porta les mains à sa tête. Il y a du gaz, hurla-t-il. On a desserré le tuyau, il y a un minuteur, une étincelle. Sa voix se brisa. C'était. C'était censé. Il s'arrêta. Mais tout était déjà dit. Le silence qui suivit fut absolu. Lourd, irréversible, je le regardai longuement, puis je prononçai très calmement: «C'était censé me tuer». Il ne répondit pas. Il ne pouvait plus. Parce qu'à cet instant précis, il venait de se condamner lui-même. Les mots sont sortis de lui sans contrôle, bruts, désordonnés, irréversibles. On a on a desserré le tuyau, il y avait un minuteur, cria-t-il, la voix brisée. C'était pour que ça paraisse, comme un accident, pour l'assurance. Clémence tenta de l'interrompre. «Tais-toi», mais il ne l'entendait plus, ou plutôt, il ne pouvait plus s'arrêter. La peur avait ouvert la brèche et tout s'en échappait. «On n'avait plus le choix», continua-t-il. «Les dettes, les pressions, on devait trouver une solution». Chaque mot l'enfonçait davantage. Chaque phrase scellait ce qui ne pouvait plus être défait. Je restais immobile, face à lui, sans un geste, sans une interruption. Je le laissais aller jusqu'au bout, parce qu'un aveu, doit se faire entièrement. Sinon, il ne vaut rien. Clémence recula, le regard fuyant. Elle comprenait. Tout venait de basculer. Ce n'était plus une situation à contrôler, moi-même c'était une chute. Je pris une inspiration lente, puis je dis, bon, d'une voix parfaitement calme: «Pour l'assurance». Sébastien ferma les yeux, comme si répéter ces mots les rendait plus réels, plus lourds, plus définitifs. Le silence retomba, mais ce n'était plus le même. Ce n'était plus un silence de tension, c'était un silence de vérité. Et dans ce silence, tout était désormais exposé, sans retour possible. Il n'y avait plus de stratégie, plus de contrôle, plus de façade. Tout ce qu'ils avaient construit venait de se briser. Sébastien s'était vidé de ses mots, comme si l'aveu avait emporté avec lui ce qui lui restait de stabilité. Il restait là, à moitié affaissé, incapable de soutenir mon regard. Clémence, elle, ne parlait plus. Ses yeux passaient de lui à moi, puis à la pièce autour d'elle, comme si elle cherchait une issue, une échappatoire. Mais il n'y en avait plus, parce que le danger n'était plus devant eux. Il était derrière, dans ce qu'ils venaient de dire, dans ce qu'ils ne pourraient plus effacer. Je me redressai légèrement. Intéressant, dis-je simplement. Un mot, neutre, presque froid. Sébastien releva les yeux vers moi, perdu. Maman, je... Mais il n'y avait plus rien à ajouter. Tout avait déjà été dit. Je jetai un regard vers la cuisine, puis vers eux, puis vers le silence qui emplissait la maison. Vous avez eu très peur, remarquai-je calmement. Je marquai une pause. C'est fou ce que la peur peut faire dire, n'est-ce pas? Clémence serra les dents. Elle comprenait maintenant. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un dérapage, et c'était une chute provoquée. Je fis un pas, puis un autre, lentement. Vous avez construit une mise en scène parfaite, continuai-je, et pourtant, je l'ai regardée tour à tour. Il aura suffi de quelques minutes pour qu'elle s'effondre. Le silence revint, plus lourd, plus définitif, parce qu'à cet instant précis, ils n'étaient zen plus les auteurs de l'histoire. Ils en étaient devenus les preuves. Le silence pesait encore après l'aveu. Sébastien s'était effondré. La situation lui échappait totalement. Mais Clémence n'était pas de ceux qui abandonnent. Je vis le moment exact où quelque chose changea dans son regard. La peur ne disparaissait pas, mais elle reculait, remplacée par autre chose. Un calcul, un dernier mouvement. Elle se redressa lentement malgré la faiblesse de son corps. Sa respiration restait irrégulière, mais son regard, lui, retrouvait une forme de netteté. Très bien, dit-elle d'une voix tendue, mais plus stable. Je la regardai sans répondre. Tu penses avoir gagné? Un léger silence, puis elle eut un sourire sec, dur. Tu oublies quelque chose?
Je penchai légèrement la tête. Ah, elle plongea la main dans son sac. Sébastien releva les yeux, inquiet. Clémence, qu'est-ce que tu fais? Mais elle ne l'écoutait plus, elle sortit son téléphone, le leva légèrement. Ta formule, dit-elle, un mot, simple, mais chargé. Je ne bougeais pas. Celle de ton parfum phare, continua-t-elle. Tu crois vraiment que tu es la seule à la connaître? Je la laissais parler, je voulais voir jusqu'où elle irait. Ton avocat nous a ouvert ton coffre, reprit-elle. On a tout photographié, chaque page, chaque détail. Elle fit un pas vers moi. Si on tombe, tu tombes aussi. Sa voix tremblait encore légèrement, mais son regard était déterminé. On peut détruire ta marque en quelques semaines, dit-elle, reproduire ton parfum, le vendre moins cher, l'inonder partout. Elle marqua une pause et tout ce que tu as construit disparaît. Le silence s'installa. Sébastien la regardait, sidéré. Moi, je la regardais comme on observe une réaction chimique prévisible, sans émotion. Donc, conclut-elle, soit tu nous laisses partir, elle leva légèrement le téléphone, soit tout disparaît avec nous. Un dernier coup, un dernier espoir, un dernier levier. Elle pensait encore avoir du pouvoir, elle pensait encore pouvoir négocier. Je restai immobile quelques secondes, puis je souris, très légèrement. Et à cet instant précis, elle comprit. Pas encore pourquoi, mais elle comprit que ce qu'elle croyait être une arme n'en était pas une. Je ne me suis pas levée, je n'ai pas élevé la voix, je me suis contentée de la regarder, avec calme. Clémence, dis-je doucement, tu es intelligente. Un léger silence. Mais pas assez prudente. Son sourire vacilla, à peine. Ce que tu as photographié, continuai-je, n'était pas la formule. Elle fronça les sourcils. Bien sûr que si, tout y était. Je secouai lentement la tête. Non, je marquai une pause, puis j'ajoutai très simplement: «C'était un leurre». Le mot resta suspendu, je vis le doute apparaître, puis la résistance. «Tu bluffes». Je souris légèrement. «Vraiment?» Je me penchai légèrement en avant. «Dis-moi, tu as remarqué le stabilisateur?» Elle hésita, une fraction de seconde. C'était suffisant? Non, bien sûr, repris-je, parce que la formule que tu as entre les mains contient un composant volontairement erroné. Je la regardai droit dans les yeux. Un seul. Je levai légèrement un doigt, mais c'est suffisant. Le silence se fit plus dense. Les 3 premiers jours, expliquai-je calmement, ton parfum sera parfait, identique, irréprochable. Je laissai le temps s'étirer, puis il commencera à se dégrader. Je penchai légèrement la tête. L'odeur va tourner, une pause. Et ce qui était censé être un parfum de luxe deviendra quelque chose d'invendable. Son visage changea, lentement. Non, murmura-t-elle. Si, répondis-je simplement. Je me redressai. Tu peux lancer la production, investir, distribuer. Je haussai légèrement les épaules. Et regarder ton propre produit s'effondrer. Une fois sur le marché, Sébastien releva la tête. Tu as prévu ça? Je tournai les yeux vers lui. Depuis longtemps. Puis je regardai à nouveau Clément. Parce que, vois-tu, une formule écrite se vole. Je posai doucement la main contre ma tempe, mais le savoir, non, un silence total. Son téléphone glissa légèrement dans sa main. La vraie formule, ajoutai-je doucement, n'existe qu'ici, je la laissai absorber, comprendre. Et elle n'en sort que quand je le décide. Plus aucun mot ne sortit de sa bouche, plus aucune menace, parce qu'à cet instant précis, elle venait de perdre son dernier levier, et cette fois définitivement. Je l'ai vu dans son regard. Ce moment précis où tout s'effondre, pas brusquement, mais définitivement. Ses épaules se sont légèrement affaissées. Sa main, encore crispée autour du téléphone, a tremblé, puis a relâché sa prise. L'appareil a glissé, heurté le sol sans qu'elle ne réagisse. Elle ne regardait plus rien, ni moi, ni Sébastien, ni la pièce, comme si tout ce qui l'entourait avait cessé d'exister. Parce que ce qui la faisait tenir avait disparu.
Je suis restée immobile, sans triomphe, sans colère, simplement présente. Sébastien, lui, murmurait encore quelque chose, mais sa voix n'avait plus de sens. Il parlait dans le vide, tentant de raccrocher des fragments de réalité qui lui échappaient déjà. Clémence fit un pas, puis s'arrêta, comme si son corps ne savait plus quoi faire, comme si toutes les directions menaient au même point, nulle part. C'est fini, murmura-t-elle. Pas pour moi, pour elle, pour tout ce qu'elle avait projeté, calculé, construit. Je penchai légèrement la tête. Oui, répondis-je calmement. Un silence, lourd, irréversible. Elle releva les yeux vers moi une dernière fois, et dans ce regard, il n'y avait plus ni arrogance, ni colère, ni calcul, seulement une chose, la perte totale, parce qu'à cet instant précis, elle comprenait enfin qu'il n'y avait plus rien à sauver. Tout s'est joué en une seconde, le regard de Clémence s'est vidé, puis s'est rempli d'autre chose, une impulsion brute, sans réflexion, sans calcul. Elle a avancé. D'un coup, ses mains tendues envers moi, les doigts crispés, comme si elle voulait m'arracher quelque chose ou me faire taire définitivement. Donne-moi cette formule, hurla-t-elle. Sébastien tenta de réagir. Clémence, arrête. Mais il était trop tard. Elle était déjà lancée. Je ne bougeais pas. Pas d'un centimètre. Parce que je savais. Ça suffit. La voix a claqué. Grave, solide, irréversible. Marcel. La porte s'ouvrit brusquement derrière elle. Il était là, imposant, immobile, son téléphone levé, parfaitement stable, la caméra tournée vers elle, vers moi, vers la scène entière. Clémence s'arrêta net, à quelques pas de moi, comme figée. Ses bras retombèrent lentement. Son regard passa de Marcel à son téléphone, puis à moi. Elle comprit tout. Je filme tout, dit Marcel calmement. Les menaces, l'agression. Et ce que vous avez dit tout à l'heure. Un silence écrasant tomba sur la pièce. Sébastien recula. Clémence, elle, ne bougeait plus. Plus un geste, plus un mot, comme si son corps venait enfin de céder après avoir tenu trop longtemps. Je la regardais calmement, puis je dis d'une voix douce: «C'est terminé». Le mot résonna, pas comme une menace, comme une conclusion, et cette fois, il n'y avait plus rien à ajouter. Je pris mon téléphone sans précipitation. Mes gestes étaient calmes, précis, comme tout ce que j'avais fait depuis le début. Sébastien leva les yeux vers moi. «Maman, oh non!» Sa voix était faible, presque enfantine. Mais je ne m'arrêtais pas. Je composais le numéro. Chaque bip résonna dans le silence de la pièce, puis une voix répondit: «Police, j'écoute». Je parlais clairement, sans trembler. «Bonjour, je m'appelle Marguerite Delatour. Je souhaite signaler plusieurs faits graves à mon domicile». Je marquai une courte pause. Fraude en bande organisée. Tentative de sabotage domestique avec mise en danger mortelle, agression et tentative criminelle préméditée. Le silence dans la pièce devint absolu. Je continuai. Les personnes concernées sont présentes. J'ai des preuves matérielles et un enregistrement en cours. Je donnai l'adresse, précisément. Puis je terminai simplement: «J'attends votre intervention». Je raccrochai. Le bruit sec du téléphone posé sur la table résonna comme un verdict. Personne ne parla. Sébastien resta figé. Clémence, elle, ne regardait plus rien. Marcel tenait toujours son téléphone. La caméra tournait vers eux, vers la fin. Je levai lentement les yeux. «Asseyez-vous», dis-je calmement. «Ce sera plus simple pour tout le monde». Ils ne répondirent pas. Mais ils obéirent, parce qu'à cet instant précis, ils n'avaient plus aucune alternative. Au loin, on commençait déjà à entendre les sirènes, et cette fois, ce n'était plus une menace, c'était une certitude. Les sirènes se sont rapprochées lentement, puis arrêtées, net. Le silence qui a suivi a été encore plus lourd que tout le reste. On a frappé à la porte. Une fois, 2 fois, Marcel s'est avancé, a ouvert. Les agents sont entrés avec calme, mais sans hésitation. Leur présence a immédiatement changé l'atmosphère de la pièce. Plus rien n'était flou, plus rien n'était incertain, tout devenait officiel. Je me suis levée. «Bonsoir», ai-je dit simplement. Ma voix était stable. Je leur ai expliqué, clairement, sans détour.
Les faits, les preuves, les enregistrements. Marcel a tendu son téléphone. Les agents ont écouté, regardé, puis ils se sont tournés vers eux. Sébastien n'a pas résisté. Il semblait vidé, absent, comme si tout ce qui le maintenait debout avait déjà disparu. Clémence, elle, a tenté de parler. Ce n'est pas... Mais sa voix s'est perdue. Parce que cette fois, il n'y avait plus rien à défendre. Les menottes ont cliqué. Un son bref, définitif. Je suis restée immobile. À quelques pas, je les ai regardés une dernière fois, sans colère, sans haine. Simplement avec une lucidité froide, ils ont été escortés vers la sortie. Pas comme des héritiers, non, pas comme des gagnants, comme ce qu'ils étaient devenus, des accusés. La porte s'est refermée derrière eux, le bruit a résonné dans la maison. Puis, le silence est revenu, mais ce n'était plus le même. Ce n'était plus un silence de tension, c'était un silence propre, dégagé. Je suis restée seule, au milieu de cette maison, la même, et pourtant complètement différente, parce que cette fois, elle m'appartenait vraiment. Je me tenais devant la baie vitrée de mon bureau, bien au-dessus de la ville, tout était calme, net, maîtrisé, rien à voir avec cette soirée. Sur mon bureau, des dossiers s'empilaient, des rapports, des chiffres, et au milieu, plusieurs magazines ouverts à la même page, mon visage, mon nom, partout. On parlait de moi comme d'un symbole, pas d'une victime, d'une femme qui avait vu venir, qui avait compris et qui avait retourné la situation. Le récit avait changé complètement. Ce qui aurait pu être une tragédie intime était devenu une histoire publique. Et cette histoire avait une odeur particulière, celle du scandale. Et le scandale vend. Les commandes avaient explosé. Les boutiques réclamaient des réassorts. Les distributeurs voulaient des exclusivités. Les journalistes parlaient de force, de résilience, de précision. Ils cherchaient des mots. Mais moi, je connaissais la réalité. Je n'avais rien cherché à créer. J'avais simplement refusé de perdre. Je pris un flacon sur mon bureau, mon parfum le plus célèbre. Je le regardais quelques secondes, puis je le reposais. Ce n'était plus seulement un produit, c'était devenu un symbole. Et les symboles ont plus de valeur que tout le reste. Je me retournais vers la pièce, tout fonctionnait parfaitement, mieux qu'avant. Parce que cette fois, rien ne reposait sur des illusions. Tout était sous contrôle, mon contrôle. Je m'approchais lentement de mon plan de travail, les flacons alignés, les formules, les idées. Il y avait encore tant à créer, je pris une pipette, puis je murmurai presque pour moi-même. On recommence, mais cette fois selon mes règles. Le procès n'a pas duré longtemps, les preuves étaient trop nombreuses, trop claires, trop cohérentes, les enregistrements, les documents signés, le témoignage de Marcel, tout s'emboîtait parfaitement. Le verdict est tombé sans surprise. Je n'y ai assisté qu'à moitié, pas par indifférence, mais parce que pour moi, tout était déjà terminé bien avant. La justice n'a fait que formaliser ce qui était devenu inévitable. Je n'ai ressenti ni soulagement, ni satisfaction, seulement une forme de clôture, propre, nette, définitive. Quelques semaines plus tard, j'ai pris une décision simple. J'ai rappelé Marcel. Il est entré dans mon bureau avec la même retenue que le premier jour. Les mains solides, le regard droit, sans curiosité déplacée. J'aurais besoin de quelqu'un de fiable, lui ai-je dit. Il n'a pas posé de questions inutiles. Je peux essayer, a-t-il simplement répondu. Je lui ai confié un poste clé. Supervision technique, sécurité des installations, accès complet, parce que dans un monde où tout peut être manipulé, la seule valeur réelle reste la fiabilité humaine. Je savais qu'il ne trahirait pas, pas parce qu'il en était incapable, mais parce qu'il n'en avait aucune raison et surtout aucun intérêt. Je me suis installée à mon bureau, le calme était revenu, un calme différent, lucide, construit. Je regardais autour de moi, chaque chose était à sa place, chaque décision m'appartenait, et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus besoin de douter, parce que désormais, je savais exactement sur qui compter. Le papier s'est consumé lentement, sans résistance, sans regret.
Les mots qui autrefois avaient un poids immense ne sont devenus qu'un peu de cendres légères balayées en quelques secondes. Il ne restait rien et c'était exactement ce que je voulais. Je ne devais plus rien à personne, ni promesse, ni héritage, ni illusion. Je me suis tournée vers mon laboratoire, l'air y était différent, plus froid, plus pur, plus honnête. Les flacons alignés reflétèrent la lumière comme autant de possibilités encore intactes. Je me suis approchée, j'ai pris une pipette, puis un premier extrait. La base devait être simple, propre, presque minérale. Quelque chose qui évoque la cendre, pas la destruction, mais ce qu'il reste après. J'ai ajouté une note sèche, légèrement amère, puis une autre, plus chaude, plus vivante, comme une braise sous la surface. Je travaillais lentement, sans précipitation. Chaque geste avait un sens. Chaque odeur racontait quelque chose. Ce parfum n'était pas destiné à plaire immédiatement. Il devait marquer, s'imposer, rester, comme une présence qu'on ne peut pas ignorer. Je me suis arrêtée un instant, j'ai fermé les yeux, respiré, puis j'ai ajouté la dernière note. Une rose, pas douce, pas fragile, une rose sauvage, vivante, indomptable. J'ai reposé la pipette et ouvert les yeux. Phénix, murmurai-je. Ce n'était pas un renouveau, c'était une transformation. Et cette fois, rien ni personne ne pourrait le détruire.